relatives à l'électorat et à l'éligibilité, et ainsi que les règles applicables pour la représentation équilibrée homme-femme, dans la mesure où M. Rebsamen avait déjà instauré de nouvelles règles, et là, il y en a encore une supplémentaire. Voilà. Alors, donc, la fusion des comités d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT, le législateur a donc décidé de fusionner tout ça et de mettre en place un CSE. Le but de l'opération était, je dirais, de réduire le nombre de réunions et de faire en sorte qu'on évite de perdre du temps, parce que c'est vrai qu'en comité d'entreprise et en délégation du personnel, il y avait quelquefois des redites, même si on sait que les missions ne sont pas les mêmes. Par contre, le fait de fusionner le CHSCT au milieu de tout ça, à mon sens, c'est pas une très très bonne idée, pour la bonne raison que le CHSCT a une mission tout à fait particulière. Les membres du CHSCT doivent avoir des compétences particulières, et ce dont on discute en CE et en DP, on n'en discute pas forcément en CHSCT. Voilà. Donc, c'est tant pis, ça a été mis comme ça en place. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne vous empêche, vous, après les élections, et surtout si l'entreprise a plus de 300 salariés, de mettre en place une commission à part, une commission qui s'appellera donc Commission des conditions d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, donc un CCHSCT, qui reprendra en fait les mêmes missions que l'ancien CHSCT. Pour les entreprises de plus petite taille, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, il est clair que les formations d'émission du CHSCT resteront en place. C'est-à-dire que si vous avez au sein du CSE des gens qui auront pour mission particulièrement celle du CHSCT, il faudra les envoyer en formation. Et ça fait l'objet d'un autre thème. Donc, la mise en place du CSE, c'est au plus tard le 1er janvier 2020. Mais de toute façon, toutes les entreprises, à partir de 11 salariés, vous devront faire vos élections, quoi qu'il arrive. Si des mandats sont en cours, vous pouvez proroger les mandats maximum d'1 an. Par contre, dans le calcul de votre date d'élection, votre date future d'élection, il faudra quand même penser au délai important que vous avez avant de mettre en place les élections, pour l'organisation des élections. Donc ça, on va le voir tout à l'heure, c'est important. Alors, ma voix, je vois que Nathalie me dit que ma voix s'entrecoupe. Alors effectivement, j'ai quelques soucis de réseau. Voulez-vous que je répète, Nathalie? Donc il y a des coupures pour tout le monde. Bon, je n'ai pas besoin de répéter donc. Dites-moi, sinon je refais un bref résumé. Vous avez suivi. Bon, bah c'est bien. Oui, je pense qu'il n'hésitez pas à poser des questions si J'avance. jamais vous n'entendez pas bien. Vas-y, avance, oui. Voilà, j'avance. Alors, ce processus électoral, quand devez-vous l'engager? Alors, la mise en place du CSE s'effectue maintenant pour toute entreprise de plus de 11 salariés
dès que le franchissement du seuil de 11 salariés a été fait pendant 12 mois consécutifs. Alors là, par contre, j'ai perdu Maryse. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah bah elle est partie, Maryse. Bon, on va attendre qu'elle se reconnecte alors. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, mais là, apparemment, Maryse, elle a été éjectée du système, ce qui n'était évidemment pas prévu. Et ben, on va attendre qu'elle se... Ah bah là, voilà. Alors, Maryse, hop, on va lui redonner la parole. Maryse, est-ce que tu nous entends? Maryse? Maryse, tu nous entends? Je ne sais pas si tu as déjà activé ton micro. Maryse? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on te voit plus. On Oui. t'entend. Ben, vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Ben, écoutez, c'est pas grave, hein. Non, non, on t'entend. L'essentiel, c'est que vous m'entendez. D'accord. Bon, ben, écoutez, je vais continuer. Euh, voilà. Donc, l'engagement du processus électoral. Comme je le disais, c'est donc pour toutes les entreprises à partir de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous devrez remettre en place vos Et hop, ça y est, élections, voilà. il faudra tenir compte du délai de 90 jours avant la date envisagée du premier tour. Jusqu'à présent, lorsqu'on avait un renouvellement des instances, il fallait s'y prendre 45 jours avant. Maintenant, c'est 90 jours comme pour la mise en place. Donc, que ce soit renouvellement, que ce soit mise en place, vous devez tabler sur 3 mois avant la date du premier tour. Dans les entreprises de moins, alors c'est peut-être mieux sans caméra, ça prendra moins de bande passante. Bon, ok. Donc, je continue. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, il y a une nouveauté également, c'est qu'en fait, lorsque vous annoncez les élections, si dans les 30 jours après l'annonce des élections, il n'y a aucun candidat qui se soit porté volontaire, les organisations syndicales ne sont pas invitées à négocier le protocole, donc il n'y a pas d'élection et il y a un PV de carence qui doit être rempli. Je vous ai mis le CERFA, le numéro du CERFA, puisque c'est un nouveau CERFA qui est sorti. Ce qui veut dire également, et ça c'est important, si parmi Je vous les enverrai la présentation, participants, hein, vous nous n'avez peut-être avons pas besoin de tout noter. Je des vous enverrai dames tout ça. qui sont dans des entreprises de moins de 20 salariés, c'est qu'en fait, lorsque vous allez annoncer les élections, il ne faudra pas oublier en même temps de faire un appel à candidature. Parce que si les salariés ne savent pas qu'ils doivent candidater, vous risquez d'avoir un problème. Dans la mesure où si en 30 jours après l'annonce des élections, vous n'avez pas de candidat et que vous n'avez pas fait appel à candidature, les gens ne vont pas savoir qu'ils devaient candidater et du coup, vous n'aurez personne. Et ils vont se réveiller, ce sera trop tard. Donc, on annonce les élections et en même temps, on fait appel à candidature. Voilà. Ça, c'est pour les entreprises de moins de 20 salariés. Je continue. Alors, l'engagement du processus électoral,
lorsqu'il est demandé par un salarié ou par un syndicat, donc l'employeur reste tenu de l'engager dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande, ça n'a pas changé. Et si jamais il y a un PV de carence, notamment par manque de candidats, la demande de nouvelles élections ne peut plus intervenir qu'après un délai écoulé de 6 mois, à compter de la date de l'établissement du PV de carence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, avant de commencer sur les collèges électoraux? Je ne vois personne qui écrit. Non, Donc, bah, voilà, sinon tu bon, on prendras sur la continue. fin, c'est pas grave, vas-y. Voilà. Donc, les collèges électoraux. Il n'y a, pas énormément de changements sur ce secteur-là. Les collèges qui sont prévus par la loi dans le cadre du CSE, en fait, reprennent les anciennes dispositions relatives au comité d'entreprise. Donc ça ne change pas du tout. Par contre, il y a une chose qui change, c'est le collège unique. Qu'au départ, l'ordonnance du 22 septembre 2017 avait fait disparaître. On n'avait plus le droit d'avoir recours au collège unique. Ils ont dû réfléchir à la question puisque ça a été repris dans une autre ordonnance du 20 décembre 2017. Alors, cependant, le recours au collège unique est maintenant limité. C'est-à-dire qu'il n'est possible que lors de l'élection d'un seul et unique membre du CSE, donc un titulaire et un suppléant. En gros, ça veut dire que c'est valable pour des entreprises qui ont un effectif compris entre 11 et 24 salariés. Donc, en fait, le collège unique, c'est fait pour des TPE, des petites PME, avec 2 représentants, un titulaire et un suppléant. Voilà. Par contre, maintenant, dans les autres sociétés, ce n'est plus autorisé. Vous avez forcément des autres collèges, du moins minimum 2 collèges. La répartition des sièges par collège électoral relève toujours du protocole préélectoral, c'est-à-dire que c'est toujours inscrit dans le protocole. Et c'est toujours négociable avec les organisations syndicales. Cependant, il y a une nouveauté, c'est que en l'absence d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et même si lorsque vous avez invité les différentes organisations syndicales et qu'on vous a répondu et qu'une organisation syndicale non représentative dans l'entreprise vient assister, je dirais, vient à la signature du protocole, la loi prévoit désormais que la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux relève du pouvoir unilatéral de l'employeur. Ce qui veut dire qu'en fait, les syndicats qui viendront assister à la négociation du protocole préélectoral, quelque part, ils n'auront pas voix au chapitre. N'auront voix au chapitre que les organisations syndicales qui sont dans l'entreprise, donc qui connaissent le personnel et qui connaissent l'entreprise. Les autres n'auront rien à dire, c'est l'employeur qui décidera de comment il répartit tout ça et comment il répartit les sièges par collège. Est-ce que vous avez des questions sur les collèges électoraux? Toujours pas. Bon, je continue. Dans les nouvelles mesures qui sont négociables dans le protocole préélectoral, il y a plusieurs choses qui rentrent maintenant en possibilité de négociation. C'est la modification du nombre de sièges et du volume des heures de délégation individuelle, que ce soit à la baisse ou à la Marie, hausse. excuse-moi là. Est-ce que tu peux reprendre? On a raté le début là. Ah, donc je recommence. Les nouvelles mesures négociables dans le protocole préélectoral. Euh, la, la première mesure que vous pouvez négocier,
c'est la modification du nombre de sièges ou du volume des heures de délégation, des heures individuelles de délégation à la baisse ou à la hausse. Ce qui veut dire que, ceci dit, c'est quand même limité. Vous ne pouvez pas arriver à des extrémités. Par contre, le volume global des heures de délégation doit être au moins égal à celui qui a été indiqué par le législateur, qui est donc légalement inscrit au regard de l'effectif. Par contre, vous pouvez très bien diminuer le nombre d'élus par collège et augmenter le volume de délégation par élu, du coup, ou augmenter le nombre d'élus et diminuer les heures de délégation. Ça, c'est à discuter vos, euh, avec vos représentants du personnel, avec vos délégués syndicaux, si c'est souhaité. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une autre chose qui est, à mon avis, intéressante, notamment pour que la fonction d'élu, que les mandats ne deviennent pas un vrai métier tout au long de la vie, comme ça arrive dans certaines entreprises. Il y a quand même des gens qui sont délégués syndicaux et élus qui ne font pratiquement plus que ça. Donc aujourd'hui, légalement, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le nombre de mandats successifs est limité à 3, ce qui est déjà pas mal, puisque si vous avez des mandats de 4 ans, ça vous fait quand même 12 ans. Quelqu'un peut être élu pendant 12 ans, ce qui est déjà correct. Donc, dans le protocole préélectoral, et ça c'est quelque chose que vous pouvez proposer, c'est de réduire ou d'augmenter le nombre maximal des mandats successifs, voire même de prévoir l'absence de limitation, qui est le cas aujourd'hui. Mais au moins, vous pouvez proposer une réduction de la longueur des mandats. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que cela comprend les mandats antérieurs à la mise en œuvre de ces dispositions? Ben non. En fait, c'est les mandats à partir du moment où vous avez mis en place le CSE. On ne va pas commencer à compter le nombre de mandats avant. À partir de la mise en place du CSE, on est limité à 3 légalement. Donc, par contre, pour rester sur la réduction ou l'augmentation du nombre de mandats, ça peut, si vous suggérez ça pendant la réunion du protocole préélectoral, je ne vous cache pas que ça peut donner quelques dissensions avec les délégués syndicaux. Par contre, cette disposition n'est pas valable pour les entreprises de moins de 50 salariés. Là, il n'y a pas de limitation. On continue comme avant, sans limitation. Alors, dans les nouvelles dispositions de ces élections, les suppléants ne siègent plus au comité social et économique. Et leur présence peut être négociée dans le protocole préélectoral. Personnellement, c'est un petit peu comme l'histoire du CHSCT. Je trouve que c'est pas une très très bonne idée. Elle se comprend, ceci dit, pour les entreprises qui ont beaucoup d'élus, puisqu'on multiplie par 2 les réunions, enfin pas les réunions, mais les personnes présentes aux réunions. Donc, ce qui serait peut-être bien de faire dans la négociation du protocole, c'est au moins de négocier la présence des suppléants pour les structures qui sont plus petites ou qui sont, je dirais, abordables. Lorsque vous avez un titulaire et un suppléant dans une petite structure, négocier la présence du suppléant, à mon avis, c'est pas complètement idiot, je dirais. Parce que les titulaires, je ne suis pas sûre qu'à la sortie des réunions du CSE,
que les titulaires vont informer leurs suppléants tout de suite dans la foulée de ce qui s'est dit. Moi, parce que ce qui veut dire que lorsque il y a quand même des choses importantes qui sont dites dans ces réunions de CSE, ensuite, si le titulaire est malade ou s'il ne peut pas venir à une ou deux réunions, le suppléant va arriver, je dirais, pas très au courant de ce qui s'est dit et c'est pas très bon. Donc, jusqu'à un certain niveau de membres, moi je trouve qu'il serait bien de négocier la présence des suppléants. Maintenant, c'est à vous de voir, mais ça peut être un bon point aussi pour vous que de proposer ça lors de la réunion du protocole préélectoral. Donc ça, ce sont les différentes dispositions qui sont nouvelles par rapport à ce thème-là. Qu'est-ce qui est modifié dans l'électorat et l'éligibilité? Pas grand-chose. Les règles sont les mêmes, c'est-à-dire avoir au moins 18 ans, avoir 3 mois de présence dans l'entreprise pour être électeur et 1 an pour être éligible. La seule chose qui change, c'est les salariés mis à disposition qui ne peuvent plus être élus dans l'entreprise utilisatrice. Mais bon, c'est une disposition qui n'est pas extrêmement importante. Donc moi, je vais arriver pratiquement au bout de ma présentation. Je pense que vous allez avoir des questions derrière. La représentation équilibrée homme-femme, les règles qui ont été édictées par la loi Rebsamen restent valables, sauf le fait que maintenant, comment dire, si jamais les règles d'attribution, quand vous avez fait vos calculs de la répartition homme-femme, si jamais on se rend compte que dans un collège, il n'y a aucun siège qui est attribué à l'un ou l'autre sexe, vous pouvez tout à fait prévoir, et ça se négocie aussi dans le protocole préélectoral, vous pouvez très bien dire que, décider que la personne du sexe qui n'est pas représentée pourra figurer sur une liste. Est-ce que c'est clair? En fait, si jamais il n'y a pas de femme, comme hier c'était la journée de la femme, on va en profiter. Si par exemple vous vous rendez compte que dans un collège il n'y a pas du tout de femmes, vous pouvez tout à fait, lors du protocole préélectoral, décider que, eh bien, vous mettrez, les syndicats pourront mettre une femme comme candidate. Voilà. Après, évidemment, c'est à négocier avec les syndicats. Je crois que j'ai terminé pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi pour la mauvaise qualité du. Alors n'hésitez pas, allez-y parce que. Alors, Maryse, répète s'il te plaît la dernière partie. Alors, la dernière partie, c'est la représentation équilibrée homme-femme C'est cette partie? pour Flora. Vas-y, reprends parce qu'il y a eu beaucoup de coups et tout le monde n'a pas entendu. Oui, c'est ça. Alors, je reprends la représentation équilibrée homme-femme. Donc, vous savez que dans la loi Rebsamen, vous devez faire en sorte que sur les listes, la liste des candidats, il y ait une représentation équilibrée homme-femme. Donc, vous devez faire le calcul par collège de la représentation des hommes et des femmes. Et faire mettre sur les listes des candidats un homme et une femme de façon, je dirais, alternée. Voilà.
Ceci dit, si on se rend compte lors du calcul qu'il n'y a pas du tout d'hommes ou pas du tout de femmes dans un collège, vous pouvez tout à fait négocier dans le protocole préélectoral qu'on mette une femme voilà, ou un homme qui ne serait pas représenté sur une liste. La seule chose, c'est que ce candidat ou cette candidate ne pourra pas figurer en position sur la liste. Mais ça se négocie. C'est pas. Et alors, la loi le prévoit, mais encore une fois, la loi prévoit que la liste peut comporter, donc c'est pas obligatoire. Et à mon avis, ça se négocie dans le protocole préélectoral pour quand même introduire dans les listes le sexe qui n'est pas représenté. Voilà. Alors, les critères de désignation de ce candidat non représenté est à définir dans le protocole. Oui, 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 oui. Vous discutez de ça dans le protocole préélectoral. Y a-t-il des obligations sur ces critères? Pas du tout. Pas du tout. C'est euh, au syndicat si quelqu'un est intéressé de se porter sur une liste le candidat ou la candidate, il n'y a pas de critère particulier. La seule chose, c'est que la personne ne pourra pas figurer en première position sur la liste. Parce qu'à la finale, les candidats, c'est quand même bien les syndicats qui vont les désigner. Donc, je dirais qu'à la limite, vous proposez ça pour une représentation équilibrée, mais c'est à eux ensuite de définir qui et quoi et comment. Donc là, vous n'avez rien à y voir. Je vous en prie, Laetitia, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Avez-vous d'autres questions sur la présentation? Pas d'autres questions? Bon, écoutez, de toute façon, moi, je vous envoie la présentation. Comme la connexion n'a pas été excellente, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je ferai parvenir tout ça à Maryse pour qu'elle puisse y répondre le plus clairement possible. Mais voilà, parce que c'est peut-être pas tout a été très bien compris. Donc je vous enverrai ça. Posez-nous nos questions si vous en avez encore. Et sinon, bah, sachez que le prochain, ce sera sur la formation. C'est mardi. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. On en organise régulièrement sur l'une ou l'autre thématique. Vous pouvez également, si vous avez des problématiques que vous souhaiteriez voir abordées, ben, soumettez-les nous et puis on vous organisera quelque chose. Marie, si tu as quelque chose à rajouter? Écoutez, non, merci à toutes. Et comme le disait Myriam, surtout si vous avez des questions un petit peu plus particulières, parce que là, ça a été quand même relativement rapide. Ben, merci beaucoup, Marise, en tout